Regardez la carte de la Méditerranée aujourd'hui. Regardez attentivement. Vous voyez des frontières, des pays, des capitales. Maintenant imaginez. Il fut un temps où tout cela était gouverné par un seul homme. Pas un empire, pas une dynastie, un seul homme concret. Et il n'est pas arrivé au pouvoir en tant que guerrier, pas en tant que prince. C'était un jeune homme maladif de 19 ans que personne ne prenait au sérieux. On le considérait comme une marionnette. Ses ennemis le sous-estimaient, ses alliés le trahissaient. Et pourtant, il a créé un système qui lui a survécu 500 ans. Comment cela s'est-il produit? Pourquoi une république qui existait depuis 5 siècles est-elle tombée précisément entre ses mains? Qu'est-ce qui a poussé Rome, une cité qui haïssait les rois, à accepter le pouvoir absolu d'un seul homme? Et pourquoi le nom d'Auguste signifie-t-il encore aujourd'hui la grandeur, alors que l'homme lui-même était petit, faible et souvent malade? Cette histoire ne parle pas d'un héros, ni d'un scélérat. Elle parle d'un système, de la façon dont un jeune homme a compris la mécanique du pouvoir, mieux que tous les généraux, sénateurs et philosophes de son temps, de la façon dont il a transformé le chaos de la guerre civile en une paix qui a duré 200 ans, et du prix que le monde a payé pour cette paix. Commençons par ce jour où tout a changé. Le 15 mars, l'année 44 avant notre ère. Rome se réveille comme d'habitude. Les marchés bruyants du forum, l'odeur du poisson grillé venant du Tibre, les cris des marchands, le claquement des sandales sur les pierres. La ville vit à son rythme habituel. Les sénateurs se rassemblent pour la session. Les esclaves portent les chaises pour leurs maîtres. Les légionnaires changent la garde près des temples. Puis, vers midi, une rumeur parcourt Rome. D'abord floue, semblable à un ragot, puis de plus en plus forte, puis déjà un cri. César est mort. Il n'est pas mort de maladie, il n'est pas tombé au combat, il a été assassiné, au cœur même de Rome, dans la curie de Pompée. 23 coups de poignard, des sénateurs, ses amis. Ses protégés. La ville se fige, puis explose. Certains pleurent, d'autres se réjouissent. D'autres encore attendent de voir ce qui va suivre. Parce que César n'était pas simplement consul. C'était l'homme qui avait réécrit toutes les règles. Qui avait franchi le Rubicon avec une armée? Qui avait vaincu Pompée? Qui avait conquis la Gaule? Qui était devenu dictateur à vie? Et maintenant, il est mort. Et dans la petite ville d'Apollonia, sur la côte orientale de l'Adriatique, en Illyrie, un jeune homme reçoit une lettre. Il a 19 ans. Il étudie l'art oratoire et l'art militaire. Il se prépare pour l'expédition en partie que César avait planifiée. Il s'appelle Gaius Octavius, le fils de la nièce défunte de César, un jeune homme inconnu d'une famille provinciale. La lettre est brève. César a été tué. Viens à Rome. Urgent. Octave lit. Relit. Ses amis lui conseillent d'attendre, de clarifier la situation, de ne pas se précipiter. Rome est dangereuse en ce moment. Les assassins de César contrôlent la ville. Le Sénat les a soutenus. Le consul Marc-Antoine tient l'armée. Et Octave est malade. Il a des poumons faibles. Il tousse souvent. Sa peau est pâle. Il ne ressemble pas à un guerrier. Il ne ressemble pas à un politicien. Il ressemble à un étudiant qui apprend encore la vie. Mais il part pour Rome. Pourquoi? Que sait-il? Que comprend-il à 19 ans? La réponse viendra plus tard, quand il apprendra l'existence du testament de César. Le voyage à travers l'Adriatique est dangereux au printemps. Les vents sont imprévisibles. Les vagues sont hautes, mais Octave navigue, avec une petite suite, sans armée, sans argent, juste un jeune homme qui se dépêche de rentrer chez lui. Quand il débarque à Brindisi, le port italien au sud-est, il est accueilli par des amis de son père. Ils apportent des nouvelles. Et la principale nouvelle bouleverse tout. César, dans son testament, a adopté Octave. Légalement, officiellement,
et lui a légué les 3/4 de sa fortune. Lisez cette phrase encore une fois. Un homme de 19 ans, inconnu, maladif, devient soudainement l'héritier du dictateur le plus puissant de Rome. L'héritier de l'homme qui avait conquis la Gaule, qui avait traversé le Rubicon, qui avait vaincu Pompée. Qui possédait une fortune incalculable, qui commandait la loyauté de légions entières. Les amis d'Octave sont choqués. Certains le félicitent, d'autres le mettent en garde. Parce qu'accepter cet héritage ne signifie pas seulement recevoir de l'argent. Cela signifie hériter des ennemis de César, de ses dettes, de ses promesses, de ses ambitions inachevées. Cela signifie devenir une cible. Marc-Antoine, le consul, l'homme le plus puissant de Rome à ce moment, a déjà pris le contrôle de la fortune de César. Il se considère comme le successeur naturel. Il commande les légions. Il a l'expérience militaire. Il était le bras droit de César. Et maintenant ce garçon arrive, ce jeune inconnu, et réclame l'héritage. Antoine rit, littéralement. Quand Octave vient le voir pour la première fois, Antoine ne cache pas son mépris. Il regarde ce jeune homme pâle, maigre, qui tousse dans son poing. Il voit un enfant qui joue aux adultes. Il refuse de donner l'argent. L'argent appartient à l'État, dit-il. César le devait au peuple romain. Les vétérans attendent leur paye. Les légions ont besoin de provisions. Octave insiste, calmement, poliment. Il cite le testament. Il rappelle que c'était la volonté de César. Antoine rit encore plus fort. La volonté de César. César est mort. Les morts n'ont pas de volonté. Seuls les vivants comptent, et les vivants ont des armées. Octave quitte la réunion. Il ne crie pas. Il ne menace pas. Il réfléchit. Que possède-t-il ? Rien. Pas d'armée, pas d'argent, pas d'expérience, pas même un nom célèbre. Que possède-t-il vraiment ? Un nom, un seul nom, César. Parce que selon le testament, Octave n'est plus Gaius Octavius. Il est maintenant Gaius Julius César Octavianus, le fils adoptif de César, l'héritier de César. Et ce nom vaut plus que n'importe quelle armée. Rome, en l'an 44 avant notre ère, est une ville déchirée. Les partisans de César pleurent leur héros. Les républicains célèbrent la restauration de la liberté. Les vétérans des légions attendent leur paye promise. Le peuple ordinaire attend du pain et des jeux. Les assassins de César, Brutus et Cassius en tête, pensaient que tuer le tyran restaurerait la République. Ils se trompaient, parce qu'ils ne comprenaient pas une chose simple. Rome avait changé. La République romaine n'était plus le petit État-cité qu'elle avait été 500 ans auparavant. C'était un empire s'étendant de l'Espagne à la Syrie, de la Gaule à l'Égypte, des millions de personnes, des dizaines de provinces, des centaines de villes. Et ce système ne pouvait plus être gouverné par l'ancien modèle. 2 consuls élus pour un an, un sénat de vieux aristocrates, des assemblées populaires chaotiques. Le système était brisé depuis longtemps. Les guerres civiles le prouvaient. Marius contre Sulla, Pompée contre César. Les légions obéissaient aux généraux, pas au Sénat. Les provinces payaient des impôts aux gouverneurs, pas à Rome. L'argent coulait vers les poches privées, pas vers le trésor public. César avait compris cela. Il avait essayé de créer un nouveau système. Un système où un seul homme fort maintiendrait l'ordre, où les lois seraient appliquées uniformément, où les vétérans recevraient des terres, où les provinces seraient protégées des gouverneurs corrompus. Mais il avait commis une erreur fatale. Il avait montré trop ouvertement son pouvoir. Il s'était fait nommer dictateur à vie. Il avait accepté des honneurs trop proches de ceux d'un roi. Il avait humilié le Sénat, et Rome haïssait les rois. Octave comprend cela. Il a 19 ans, mais il comprend ce que César, avec toute son expérience, n'avait pas compris. Le pouvoir doit être caché, enrobé, présenté comme service, pas comme domination.
Mais d'abord, il doit obtenir ce pouvoir. Comment? Il n'a pas d'armée. Antoine contrôle les légions. Brutus et Cassius ont fui à l'est et rassemblent des forces. Le Sénat est divisé. Octave fait quelque chose d'inattendu. Il va voir les vétérans de César. Ces hommes ont combattu en Gaule. Ils ont traversé le Rubicon. Ils ont vaincu Pompée à Pharsale. César leur avait promis des terres, de l'argent, une retraite confortable. Maintenant, César est mort. Et ils n'ont rien reçu. Octave leur parle, non pas comme un général, non pas comme un politicien. Il leur parle comme le fils de César. Il pleure avec eux. Il leur rappelle les batailles. Il cite les promesses de César. Et il dit « Je paierai ». Comment? Il n'a pas l'argent. Antoine a pris la fortune de César. Octave vend ses propres biens. Il emprunte. Il hypothèque. Il trouve des riches partisans de César prêts à prêter. Et il paie. Pas tout. Pas immédiatement. Mais il paie assez pour montrer qu'il tient parole. Les vétérans écoutent. Certains le suivent. D'abord quelques dizaines, puis quelques centaines, puis quelques milliers. Antoine voit cela et s'inquiète. Ce garçon devient dangereux. Pas militairement, pas encore, mais politiquement. Parce qu'Octave joue un jeu différent. Il ne menace pas le Sénat, il le flatte. Il se présente comme un jeune homme respectueux qui veut seulement honorer la mémoire de son père adoptif. Il ne défie pas Antoine ouvertement. Il suggère simplement qu'Antoine devrait payer les vétérans comme César l'avait promis. Il ne critique pas les assassins de César. Il dit simplement que justice devrait être rendue. Chaque mot est calculé, chaque geste est mesuré. Octave ne ressemble pas à un révolutionnaire, il ressemble à un fils pieux. Et Rome adore les fils pieux. Les mois passent. L'été de l'an 44. L'automne. Rome est tendue. Plusieurs factions se forment. Marc-Antoine contrôle toujours les légions. Mais sa position s'affaiblit parce qu'il a commis des erreurs. Il a pris l'argent de César pour lui-même. Il s'est comporté comme un tyran. Il a menacé le Sénat. Le Sénat commence à chercher un contrepoids. Et il regarde Octave, ce jeune homme respectueux, ce fils de César qui parle si bien de République, qui respecte les traditions, qui ne menace personne. Le grand orateur Cicéron, l'ennemi juré de César, voit en Octave un outil, un jeune homme qu'on peut utiliser contre Antoine, puis écarter quand il ne sera plus nécessaire. Cicéron prononce des discours brillants contre Antoine, les philippiques. Il dépeint Antoine comme un ivrogne, un débauché, un tyran. Et il loue Octave, le jeune homme vertueux, l'espoir de la République. Octave écoute, il remercie, il sourit. Il sait exactement ce que Cicéron pense de lui. Il a lu les lettres privées de Cicéron. Ce garçon doit être loué, élevé et écarté. Mais Octave ne dit rien. Il continue à jouer son rôle. Parce qu'il a besoin du Sénat. Pour le moment, l'an 43 avant notre ère. La tension explose. Antoine, sentant le danger, quitte Rome avec ses légions. Il marche vers le nord, vers la Gaule cisalpine. Il veut prendre le contrôle de cette province riche. Le Sénat panique. Antoine, avec une armée en Italie du Nord, est une menace directe. Il se tourne vers Octave. Peut-il lever une armée ? Octave dit oui. Il a déjà plusieurs milliers de vétérans. Il peut en recruter davantage. Le Sénat lui donne un commandement extraordinaire. Un jeune homme de 20 ans, sans expérience militaire. Mais ils n'ont pas le choix. Octave marche vers le nord, avec 2 consuls officiels, Hirtius et Pansa. Il rencontre Antoine près de Modène. La bataille est chaotique, brutale. Les légions de vétérans de César combattent d'autres vétérans de César, frères contre frères, amis contre amis. Antoine est vaincu. Mais les 2 consuls meurent dans la bataille, Octave reste, seul commandant avec une armée victorieuse. Le Sénat célèbre. Antoine est en fuite. La menace est écartée. Maintenant,
ils peuvent démobiliser les légions d'Octave et retourner à la normale. Ils envoient un message à Octave. « Félicitations. Merci pour ton service. Maintenant, dissous ton armée et rentre à Rome comme citoyen privé. » Octave lit le message. Il réfléchit. Puis il fait quelque chose que personne n'attend. Il marche sur Rome, avec 8 légions, 40 000 hommes. Le Sénat est horrifié. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas d'armée. Octave a l'armée. Il entre à Rome, pacifiquement. Pas de violence, pas de sang. Il demande simplement ce qui lui est dû. Le consulat. Le Sénat refuse. Il a 20 ans. La loi exige 42 ans pour le consulat. Octave dit calmement « Changez la loi ». Il le regarde. Ce jeune homme pâle. Ce garçon qu'il pensait pouvoir manipuler. Il ne sourit plus. Il ne flatte plus. Il a une armée derrière lui. Il change la loi. Le 19 août de l'an 43, Gaius Julius Caesar Octavianus devient consul de Rome, à 20 ans, le plus jeune consul de l'histoire. Cicéron, le grand orateur qu'il avait loué, qui pensait le contrôler, reste silencieux. Il commence à comprendre son erreur. Mais il est trop tard. Octave est maintenant consul. Il a le pouvoir légal. Mais il a un problème. Antoine n'est pas vaincu. Il s'est retiré, mais il rassemble de nouvelles forces. Et Brutus et Cassius, les assassins de César, contrôlent l'Est, la Grèce, la Macédoine, la Syrie. Ils ont des armées énormes. Octave est puissant à Rome, mais Rome n'est qu'une ville. Le monde est vaste. Il doit faire un choix. Combattre Antoine et laisser Brutus et Cassius se renforcer, ou trouver un arrangement? Il choisit l'arrangement. Novembre de l'an 43. Une île au milieu d'une rivière près de Bologne. 3 hommes se rencontrent. Octave, Marc-Antoine, Lépide, un autre général de César. Ils négocient pendant 2 jours. Ils mangent ensemble, boivent ensemble, parlent de César, de la République, de leurs ennemis communs, et ils forment un accord. Le second triumvirat. 3 hommes partageront le pouvoir. Octave contrôle l'Italie, Antoine reçoit la Gaule, Lépide obtient l'Afrique. Ensemble, ils combattront Brutus et Cassius. Mais d'abord, ils doivent sécuriser Rome. Comment? En éliminant leurs ennemis. Ils dressent une liste de proscription. Les noms de ceux qui doivent mourir. Les ennemis d'Antoine, les ennemis d'Octave, les ennemis de Lépide. 300 sénateurs, 2000 chevaliers. Cicéron est sur la liste. Le grand orateur. L'homme qui avait défendu la République toute sa vie. L'homme qui avait loué Octave, qu'il avait appelé l'espoir de Rome. Octave signe son nom sur la liste. Pourquoi? Parce que Cicéron était l'ennemi d'Antoine. Et Antoine exigeait sa mort comme prix de l'alliance. Octave pourrait refuser. Cicéron l'avait aidé, l'avait soutenu au Sénat. Mais Octave fait un calcul froid. Cicéron est un orateur, un philosophe, un vieil homme. Il n'a pas d'armée. Antoine a 40 légions. Le choix est simple. Cicéron meurt le 7 décembre de l'an 43. Assassiné sur la route alors qu'il fuyait. Ses mains coupées, sa tête coupée, apportée à Rome, cloué sur les rostres du forum. Les mêmes rostres d'où il avait prononcé ses philippiques contre Antoine. Antoine regarde la tête, il rit. Sa femme, Fulvie, sort une épingle à cheveux et transperce la langue de Cicéron. La langue qui avait tant parlé, qui avait défendu la République, qui avait louangé Octave. Octave n'est pas présent, il est occupé ailleurs. Mais il sait ce qui se passe. Il ne ressent rien, ni joie, ni tristesse. C'est la politique, c'est le prix du pouvoir. Les proscriptions durent des semaines. Des hommes sont chassés de leur maison, tués dans les rues, leurs biens confisqués, leurs familles détruites. Rome nage dans le sang. Les citoyens ont peur. Personne ne sait qui sera le prochain. Mais Octave, Antoine et Lépide obtiennent ce qu'ils veulent, de l'argent pour payer les armées.
l'élimination de leurs ennemis, le contrôle total de Rome. Maintenant, ils peuvent te tourner vers l'Est. L'an 42 avant notre ère. Octave et Antoine rassemblent leurs armées. Ils traversent l'Adriatique, destination la Grèce. Brutus et Cassius les attendent, près de Philippe, une ville au nord de la Grèce. Les armées sont massives, plus de 100 000 hommes de chaque côté. Des légions de vétérans, des auxiliaires de tout l'Empire. Octave commande l'aile droite, Antoine l'aile gauche, mais Octave tombe malade, encore. Il est alité dans sa tente quand la bataille commence. Antoine mène l'assaut. Féroce, brutal, ses légions enfoncent les lignes ennemies. La bataille de Philippe se déroule en 2 phases. La première est indécise. Les 2 camps subissent de lourdes pertes. Puis la seconde bataille, environ 20 jours plus tard. Antoine attaque de nouveau. Cette fois, Brutus et Cassius sont écrasés. Cassius se suicide. Brutus fuit, puis se suicide également. Les assassins de César sont morts. La République est morte avec eux. Octave est dans sa tente, malade, fiévreux. Il entend les cris de victoire. Antoine a gagné la bataille. C'est son triomphe. Ses soldats l'acclament. Octave comprend qu'il a un problème. Il est le partenaire junior, l'homme malade, celui qui ne combat pas. Antoine est le héros, le général, le conquérant. Comment rivaliser? Octave retourne en Italie. Il laisse Antoine dans l'Est. Antoine va en Égypte. Il rencontre Cléopâtre. Il s'éprend d'elle. Il reste en Orient. Il profite des richesses, des plaisirs. Octave reste en Italie. Il fait le travail ennuyeux. Il distribue des terres aux vétérans. Il résout des conflits. Il administre. Il organise. Il n'est pas glorieux, mais il est nécessaire. Les vétérans ont besoin de terres, mais il n'y a pas assez de terres disponibles. Octave doit les prendre à des propriétaires existants. Cela crée du ressentiment, des protestations, des petites rébellions. Octave les écrase, pas brutalement, méthodiquement. Il négocie quand il le peut. Il force quand il le doit. Il apprend à gouverner, pas par la guerre, par l'administration. Les années passent. 42, 41, 40. Antoine est en Orient. Il devient de plus en plus oriental. Il adopte des costumes grecs. Il honore Cléopâtre comme reine. Il a des enfants avec elle. Rome murmure. Antoine est devenu à moitié barbare. Il a oublié Rome. Il préfère une reine égyptienne à une épouse romaine. Octave écoute ces murmures. Il ne les a pas créés, mais il ne les décourage pas non plus. Il laisse la rumeur se répandre. Antoine n'est plus romain. Pendant ce temps, Octave consolide sa position. Il épouse Livia, une femme de l'aristocratie, intelligente, ambitieuse, politique. Elle devient sa conseillère, sa partenaire, son agent. Ensemble, ils construisent un réseau, des clients, des alliés, des obligés. Octave ne paie pas toujours en argent. Il paie en faveur, en position, en influence. Il devient le patron de Rome, l'homme vers qui les gens se tournent pour résoudre des problèmes. Besoin d'un poste? Voir Octave. Problème légal? Voir Octave. Conflit avec un voisin? Voir Octave. Lentement, patiemment. Il tisse une toile de patronage qui couvre toute l'Italie. Antoine dans l'Est ne remarque pas. Il est occupé avec Cléopâtre, avec ses projets de conquête de la partie. Il lance une expédition, une armée massive. Il va venger Crassus. Conquérir l'Orient. L'expédition échoue. Les Parthes utilisent leur tactique habituelle. Harcèlement, archers montés, retraite tactique. Antoine perd des dizaines de milliers d'hommes. Il revient en Égypte, humilié, affaibli. Octave en Italie entend les nouvelles. Il ne dit rien. Il attend. L'an 36 avant notre ère, Octave doit faire face à sa propre menace. Sextus Pompée, le fils de Pompée le Grand. Sextus contrôle la Sicile. Et avec elle, il contrôle l'approvisionnement en grains de Rome. Il peut affamer la ville.
Octave doit le vaincre, mais il n'est pas un général naval. Il confie le commandement à Marcus Agrippa, son ami d'enfance, son général le plus fidèle. Agrippa est tout ce qu'Octave n'est pas. Fort, sain, brillant tacticien, il construit une flotte, entraîne les marins, invente de nouvelles tactiques, et il vainc Sextus Pompée. En une série de batailles navales brillantes, la Sicile tombe. Les routes maritimes sont sécurisées. Rome a du grain. Octave reçoit le crédit. Mais c'est Agrippa qui a fait le travail. Octave le sait, Agrippa le sait, mais Agrippa est loyal. Il ne cherche pas la gloire personnelle, il sert Octave. Et Octave le récompense, avec des honneurs, des triomphes, de l'argent, mais jamais avec le pouvoir suprême, parce qu'Octave ne partage pas le pouvoir. Il délègue, mais il ne partage pas. Lépide, le troisième membre du triumvirat, essaie de défier Octave après la chute de Sextus. Il réclame la Sicile pour lui-même. Il a des légions. Octave marche vers son camp, seul, sans garde. Il entre dans le camp de Lépide. Il parle aux soldats. Il leur rappelle qui paie leur salaire, qui leur a donné des terres, qui est le fils de César. Les soldats de Lépide désertent. Ils rejoignent Octave. Lépide est laissé seul, humilié. Octave lui laisse la vie, mais lui enlève tout pouvoir. Le triumvirat est maintenant un duumvirat. Octave et Antoine, est et ouest, Rome et Alexandrie. La confrontation est inévitable. L'an 33, l'an 32. La tension monte. Antoine en Égypte fait des proclamations extravagantes. Il donne des territoires romains à Cléopâtre. Il la nomme reine des rois. Il reconnaît ses enfants avec elle comme héritiers de royaume. Octave en Italie diffuse ces nouvelles. Il les exagère. Il ajoute des détails. Antoine a trahi Rome. Il veut faire de Cléopâtre l'impératrice. Il veut déplacer la capitale à Alexandrie. Est-ce vrai? En partie. Exagéré? Certainement. Mais Rome est horrifiée. Une reine étrangère? Gouverner Rome? Impensable. Octave saisit l'opportunité. Il ne déclare pas la guerre à Antoine, il déclare la guerre à Cléopâtre. C'est brillant. Parce qu'une guerre civile contre un citoyen romain serait impopulaire. Mais une guerre contre une reine étrangère, c'est patriotique. L'Italie se rallie à Octave. Les villes prêtent serment de fidélité. Les légions se mobilisent. Antoine et Cléopâtre rassemblent leurs forces. Une flotte massive. Des légions de l'Orient. Des alliés de tout le monde méditerranéen. Ils se rencontrent à Actium, un promontoire sur la côte ouest de la Grèce, le 2 septembre de l'an 30 et 1 avant notre ère. La bataille n'est pas celle que vous imaginez. Pas une bataille terrestre épique, pas une charge de phalanges. C'est une bataille navale, confuse, indécise. La flotte d'Antoine est plus grande, mais celle d'Octave est plus agile. Agrippa commande pour Octave. Il manœuvre brillamment, il harcèle, il coupe les lignes. Puis Cléopâtre fait quelque chose d'inattendu. Elle hisse les voiles de son navire et fuit. Vers l'Égypte. Antoine la voit partir. Il la suit, il abandonne sa flotte, ses hommes, sa bataille. Il suit Cléopâtre. La flotte restante d'Antoine se rend. Ses légions terrestres négocient avec Octave. Antoine a perdu. Pas par défaite militaire, par abandon. Pourquoi a-t-il fait cela? Par amour? Par désespoir? Par calcul? Nous ne savons pas. Les historiens débattent encore, mais le résultat est clair. Octave a gagné. Il poursuit Antoine en Égypte, l'an 30 avant notre ère. Antoine et Cléopâtre sont à Alexandrie, isolés, sans alliés, leurs armées désertes. Antoine se suicide, selon la tradition romaine, tombant sur son épée. Cléopâtre est capturée. Octave veut la ramener à Rome, pour son triomphe, pour la montrer enchaînée dans les rues. Mais Cléopâtre refuse. Elle choisit la mort, par un aspic, un serpent venimeux. Ou du moins, c'est l'histoire. La vérité pourrait être différente. Du poison, une lame.
Mais le symbole est puissant. La reine d'Égypte choisit la mort plutôt que l'humiliation. Octave a gagné. L'Égypte est à lui. L'Orient est à lui. L'Occident était déjà à lui. Il est le maître du monde méditerranéen. Il a 33 ans. Que fait-on quand on possède tout le pouvoir? Quand il n'y a plus d'ennemis à combattre, plus de rivaux à vaincre? Octave retourne à Rome, l'an 29 avant notre ère. Il célèbre 3 triomphes, 3 jours de défilé, de prisonniers, de butin, de gloire. Rome se réjouit, les guerres sont terminées, la paix est revenue. Mais Octave sait que la paix est fragile. La République est morte. Mais qu'est-ce qui la remplace? Il pourrait se faire roi, prendre le diadème, gouverner ouvertement. Mais César a essayé cela. Et il est mort. 23 coups de poignard. Rome est les rois. Octave doit trouver un autre moyen. Un moyen de gouverner sans ressembler à un roi. L'an 27 avant notre ère, le 13 janvier. Octave se présente devant le Sénat. Il prononce un discours. Il dit qu'il rend ses pouvoirs. Il restaure la République. Le Sénat est stupéfait. Certains sont soulagés, d'autres sont confus. Puis ils comprennent. C'est un spectacle, un théâtre politique, parce que le Sénat refuse immédiatement. Il le supplie de rester, de continuer à servir Rome. Octave hésite. Il fait semblant de réfléchir. Puis il accepte, avec réticence. Pour le bien de Rome, le Sénat lui donne un nouveau titre, Augustus, l'Auguste, le vénérable, le consacré. Pas roi, pas dictateur. Augustus, un titre religieux, qui suggère la faveur des dieux. Et il garde ses pouvoirs réels, le contrôle des légions, le contrôle des provinces riches, le contrôle du trésor. Mais formellement, il est juste un citoyen, le premier citoyen. Princeps, c'est brillant. Il a tout le pouvoir, mais aucun titre qui offense la tradition romaine. Il est Augustus, et Rome accepte. Les années suivantes sont consacrées à la consolidation. Augustus réforme tout. L'armée, il réduit le nombre de légions, de 60 à 28. Il les professionnalise, il crée des termes de service fixes. 20 ans pour les légionnaires, 25 pour les auxiliaires. Il crée une garde personnelle, les prétoriens, 9 cohortes, stationnées à Rome et autour. Il crée une police urbaine, les vigiles, pour les incendies, pour le crime. Il crée une marine permanente, principalement basée à Misène, avec des installations secondaires à Ravenne. L'administration. Il divise les provinces en 2 types. Sénatoriales, impériales. Les provinces pacifiques, riches, sans légion, gouvernées par des proconsuls du Sénat. Les provinces militaires, avec des légions, gouvernées par des légats nommés par Augustus. Devinez quelles provinces sont les plus importantes. Les impériales, les finances. Il crée un trésor impérial, fisc, séparé du trésor public, aérarium. Le fisc paie les légions, les provinces, les projets d'Augustus. L'aérarium paie moins de choses. Il devient moins important. Le Sénat, il le réduit de 900 membres à 600. Il élimine les incompétents, les corrompus, les opposants. Il crée une nouvelle aristocratie, basée sur le service, pas seulement sur la naissance. Les meilleurs administrateurs, les meilleurs généraux, promus, récompensés. La loyauté compte plus que le lignage. La société. Il promulgue des lois morales pour restaurer les valeurs romaines traditionnelles. Loïs contre l'adultère. Loïs encourageant le mariage. Loïs favorisant les grandes familles. Les aristocrates se plaignent, mais Augustus insiste. Rome doit être morale, pour plaire aux dieux. Est-ce qu'il croit vraiment cela? Ou est-ce de la politique? Probablement les deux. La religion. Il restaure les vieux temples, il relance les anciens rituels, il se fait nommer Pontifex Maximus, grand prêtre. Il construit un nouveau temple,
à Mars Ultor, Mars le Vengeur. Pour célébrer la vengeance de César, il construit un hôtel, Arapacis, l'hôtel de la paix, magnifiquement sculpté, montrant la prospérité, la fertilité, les dieux bienveillants. Rome, il transforme la ville. Il se vante. J'ai trouvé Rome en briques et je la laisse en marbre. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais proche. Il construit des théâtres, des bains, des aqueducs, des forums. Il restaure 82 temples. Il crée des quartiers administratifs. Il élargit les rues. Il améliore l'approvisionnement en eau. Rome devient une capitale digne d'un empire. Et partout, son nom, son image, ses monuments, subtils, mais omniprésents, les provinces. Il les pacifie, pas par conquête brutale, par administration efficace. Il envoie des gouverneurs compétents. Il interdit la corruption. Il crée des systèmes de recours. Les provinciaux peuvent te plaindre. Leurs plaintes sont entendues, pas toujours satisfaites. Mais entendues. C'est nouveau. Sous la République, les gouverneurs faisaient ce qu'ils voulaient, pillaient, s'enrichissaient. Maintenant, il y a de l'ordre, des règles, de la prévisibilité. Les provinces prospèrent, les villes grandissent, le commerce augmente, la Pax Romana, la paix romaine, commence. Mais ce n'est pas une paix universelle. Augustus mène des guerres de conquête en Espagne. Les tribus du Nord résistent encore. Il les soumet, brutalement, en Gaule. Il sécurise le Rhin comme frontière. Il établit des camps légionnaires, Mogontiacum, Colonia Agrippina, en Germanie. Il essaie d'étendre l'empire au-delà du Rhin, jusqu'à l'Elbe. Ses généraux avancent, Drusus, puis Tibère. Ils conquièrent. Ils construisent des routes, des forts. Cela semble fonctionner. Puis, l'an 9 de notre ère, la catastrophe. Un général romain, Publius Quinctilius Varus, marche avec 3 légions en Germanie. Les tribus germaniques semblent pacifiées. Varus est confiant. Il marche sans précaution. Puis une embuscade. Dans la forêt de Teutberg, les Germains attaquent, menés par Arminius, un chef qui avait servi dans l'armée romaine, qui connaissait les tactiques romaines. 3 légions détruites. 20 000 hommes morts. Varus se suicide. Les aigles des légions perdues. La honte suprême. Augustus à Rome reçoit les nouvelles. Il a environ 71 ans. Il se frappe la tête contre les murs. Il crie « Varus, rends-moi mes légions !» Il ne reconstruit jamais ses légions. Les numéros 17, 18 et 19 ne sont plus jamais utilisés. La frontière germanique est rétablie au Rhin. Pas d'expansion au-delà, c'est un échec. Mais Augustus en tire des leçons. L'Empire a des limites. Il rédige des instructions. Pour son successeur, ne pas étendre l'Empire, consolider, défendre. Parce qu'Augustus vieillit, il pense à la succession. C'est son plus grand problème. Comment transmettre le pouvoir ? Il ne peut pas le donner au Sénat. Ils ne peuvent pas gérer l'Empire. Il doit le donner à un individu. Mais comment ? Il n'est pas roi. Il ne peut pas simplement nommer un héritier. Il doit le faire subtilement, légalement. Son premier choix est Marcellus, son neveu, le fils de sa sœur. Il le marie à sa fille Julia. Marcellus est jeune, brillant, prometteur. Puis il meurt. En l'an 23 avant notre ère, la fièvre, ou peut-être un empoisonnement. Augustus est dévasté. Il doit choisir un autre successeur. Il choisit Agrippa, son fidèle général, son ami. Agrippa est plus âgé qu'Augustus, mais compétent, fiable. Augustus le marie à Julia, sa propre fille. Agrippa a déjà 50 ans. Julia 25. Mais c'est politique, pas romantique. Agrippa et Julia ont 5 enfants. Gaius, Lucius, Agrippa Postumus, Julia Agrippine. Augustus adopte les 2 aînés, Gaius et Lucius. Ils sont ses héritiers. Puis Agrippa meurt, l'an 12 avant notre ère. Et Gaius meurt, l'an 4 de notre ère.
de blessures en Arménie, et Lucius meurt, l'an 2 de notre ère, de maladie en Espagne. Augustus a maintenant 66 ans. Tous ses héritiers choisis sont morts. Il lui reste Tibère, le fils de sa femme Livia, d'un mariage précédent. Augustus n'aime pas Tibère. Tibère est sombre, réservé, pas charismatique, mais il n'a pas le choix. Il adopte Tibère. L'an 4 de notre ère, Tibère devient l'héritier, avec réticence. Il sait qu'Augustus ne le voulait pas, mais il sert. Loyalement, il commande les légions. Il gouverne les provinces. Il attend. Augustus vieillit. Il a des problèmes de santé, des ulcères, des faiblesses, mais il continue à gouverner. Avec l'aide de Livia, de Tibère, d'un cercle restreint de conseillers, il écrit ses mémoires. Res Gestae Divi Augusti, les actes du divin Augustus, un document de propagande. Magnifique propagande. Il liste ses réalisations, ses guerres, ses constructions, ses dons au peuple. Il présente son règne comme une restauration, pas comme une révolution. Il se présente comme le serviteur de Rome, pas comme le maître. C'est de la fiction, mais de la fiction efficace. L'an 14 de notre ère. Augustus tombe gravement malade. Il est à Nola, près de Naples. Livia est avec lui. Tibère arrive. Peut-être. Les sources ne sont pas claires. Augustus donne ses instructions finales. Sur son lit de mort, il demande aux amis présents: « Ai-je bien joué mon rôle dans cette comédie de la vie ?» C'est révélateur. Sa vie était un spectacle, une performance, calculée, contrôlée. Il meurt le 19 août, à 76 ans. Il a gouverné 41 ans comme Augustus, plus longtemps que la plupart des empereurs qui suivront. Rome pleure. Officiellement, le Sénat le déclare Dieu, Divus Augustus. Tibère prend le pouvoir, avec réticence, avec amertume. Mais il prend le pouvoir. Le système d'Augustus fonctionne. Le pouvoir passe, sans guerre civile, sans chaos. C'est remarquable, parce que sous la République, chaque transition était une crise. Augustus a créé un système stable, pas parfait, mais stable. Quel était ce système ? Le principat. Un homme gouverne, mais pas comme roi, comme premier citoyen. Il contrôle l'armée. Mais formellement, il est proconsul des provinces militaires. Il contrôle les finances. Mais formellement, c'est pour payer les légions et administrer les provinces. Il contrôle les lois. Mais formellement, il fait des suggestions au Sénat. Le Sénat garde des pouvoirs. Formellement, il nomme des gouverneurs. Il vote des lois. Il frappe des monnaies. Mais en réalité, ils font ce qu'Augustus veut, parce qu'il a les légions. C'est une monarchie déguisée en république, et Rome l'accepte. Pourquoi ? Parce qu'Augustus a donné à Rome ce qu'elle voulait, la paix, la prospérité, l'ordre. Après un siècle de guerre civile, de proscription, de famine, de chaos, Augustus a apporté la stabilité. Il a payé les vétérans. Il a nourri le peuple. Il a protégé les frontières. Il a administré la justice. Il n'était pas parfait. Il était autocratique, parfois cruel. Il a exilé sa propre fille et sa petite-fille pour immoralité. Il a ordonné la mort de milliers dans les proscriptions. Il a conquis brutalement, mais il a aussi créé un système qui a duré 5 siècles, qui a unifié le monde méditerranéen, qui a permis la diffusion de la culture, de la loi, du commerce, les routes romaines, les aqueducs, les villes, les bains, les amphithéâtres, construits sous son règne et les règnes suivants. Le droit romain, qui influence encore nos systèmes juridiques aujourd'hui. La Pax Romana, qui a permis au christianisme de se répandre. Augustus n'a pas créé tout cela seul, mais il a créé les conditions qui l'ont permis. Comment a-t-il fait ? Un garçon maladif de 19 ans, sans armée, sans argent, sans expérience.
Il a compris plusieurs choses. Premièrement, les symboles comptent. Le nom de César valait plus qu'une armée. Augustus a utilisé ce nom. Il est devenu César, l'héritier, le vengeur. Deuxièmement, la légitimité compte. Il ne pouvait pas simplement prendre le pouvoir. Il devait qu'on le lui donne, officiellement. Légalement, il a manœuvré. Il a flatté le Sénat. Il a restauré formellement la République. Puis il a accepté avec réticence le pouvoir que le Sénat lui donnait. Troisièmement, la patience compte. Il n'a pas tout pris d'un coup. Il a construit son pouvoir progressivement. Sur des décennies, il a éliminé ses ennemis un par un. Antoine, Lépide, Sextus Pompée. Il a consolidé son contrôle province par province, légion par légion. Quatrièmement, les institutions comptent. Il ne s'est pas contenté de gouverner. Il a créé un système, une bureaucratie, des règles, des procédures. Un système qui pouvait fonctionner sans lui, qui pouvait survivre à sa mort. Cinquièmement, la propagande compte. Il a contrôlé son image. Il s'est présenté comme le restaurateur, le pacificateur, le pieux fils de César. Pas comme le tyran, pas comme l'autocrate. Il a utilisé l'art, la littérature, l'architecture pour diffuser son message. L'Énéide de Virgile, glorifiant Rome, liant Augustus aux dieux. Aux héros mythiques, les odes d'Horace, célébrant la paix, la prospérité, le retour aux valeurs romaines, l'arapacis, montrant Auguste comme apporteur de paix, entouré de symboles de fertilité et de prospérité. Partout son message. Rome est grande, Rome est stable, grâce à Augustus. Sixièmement, la cruauté et la miséricorde comptent. Savoir quand être impitoyable, quand être généreux. Il a tué ses ennemis sans hésitation. Cicéron, des milliers dans les proscriptions. Mais il a pardonné quand c'était utile. Il a intégré d'anciens ennemis. Il a donné des postes à ceux qui se soumettaient. Il a récompensé la loyauté. Agrippa, Mécène, ses généraux fidèles. Il a puni la trahison, rapidement, définitivement. Septièmement, la santé et l'apparence ne comptent pas autant qu'on pense. Augustus était malade, faible, petit. Mais il a compensé par l'intelligence, la stratégie, la délégation. Il a utilisé Agrippa pour les guerres, Mécène pour la diplomatie, Livia pour les intrigues de cour. Il ne prétendait pas être ce qu'il n'était pas. Il était un administrateur, un politicien, pas un guerrier. Et il a réussi. Huitièmement, le temps long compte. Augustus a gouverné plus de 40 ans. Une génération entière. Les gens qui avaient connu la République étaient morts ou vieux. La nouvelle génération n'avait connu que le principat. Pour eux, Augustus n'était pas un usurpateur. Il était l'ordre naturel, la normalité. C'est peut-être sa plus grande réussite. Il a changé ce qui était normal, ce que Rome attendait. Avant lui, les généraux se battaient pour le pouvoir. Les légions obéissaient à leurs commandants. Le Sénat était divisé. Rome était instable. Après lui, un homme gouvernait. Les légions obéissaient à l'empereur. Le Sénat ratifiait ses décisions. Rome était stable. Cette stabilité a duré 2 siècles, la période la plus prospère de l'histoire romaine. Les empereurs qui ont suivi ont été variés, certains bons, certains mauvais, certains fous. Mais le système a tenu parce qu'Augustus l'avait construit solidement. Il avait créé des institutions, pas seulement un pouvoir personnel. L'armée professionnelle, la bureaucratie provinciale, le système fiscal, les gouverneurs nommés, les légions stationnées aux frontières. Ces institutions ont continué, même quand les empereurs changeaient, même quand ils étaient incompétents. Le système pouvait absorber un Caligula, un Néron, parce que le système était plus grand qu'un seul homme. Ironiquement,
Augustus avait créé un système qui ne dépendait pas d'Augustus. C'est le signe d'un vrai créateur de système. Pas seulement un autocrate, mais un architecte. Regardons maintenant son héritage. Comment a-t-il été perçu après sa mort? Immédiatement, il a été divinisé, déclaré Dieu. Divus Augustus. Des temples lui ont été élevés. Un culte impérial s'est développé, surtout dans les provinces orientales. Pas parce que les gens croyaient vraiment qu'il était un dieu, mais parce que c'était politiquement utile. Le culte impérial unissait l'empire, donnait une loyauté commune, un point focal. Les empereurs suivants ont continué cette tradition. Ils sont tous devenus dieux après la mort, s'ils n'étaient pas condamnés. Augustus est devenu le modèle, l'empereur idéal, celui auquel tous les autres étaient comparés. Les bons empereurs étaient loués comme des nouveaux Augustus. Les mauvais empereurs étaient critiqués pour ne pas être comme Augustus. Trajan, Hadrien, Marc Aurèle, Antonin le Pieux, tous comparés à Augustus. Même les empereurs chrétiens plus tard ont respecté Augustus. Constantin a imité son style de gouvernement, l'idée d'un empereur unique, gouvernant par droit divin, maintenant la paix, administrant la justice. C'était l'héritage d'Augustus. Mais il y avait un côté sombre. Augustus avait tué la République. Il avait concentré tout le pouvoir. Cela signifiait que quand un mauvais empereur venait, il n'y avait pas de contrôle, pas de contrepoids. Caligula pouvait devenir fou. Néron pouvait brûler Rome. Commode pouvait se battre comme gladiateur. Et il n'y avait rien que le Sénat puisse faire, sauf comploter, assassiner, provoquer une guerre civile. Le système d'Augustus était stable quand l'empereur était compétent, mais fragile quand il ne l'était pas. Les historiens débattent encore. Augustus était-il un génie? Un tyran? Les deux? La République romaine était-elle vraiment morte? Ou aurait-elle pu être réformée? Les guerres civiles étaient-elles inévitables? Ou Augustus les a-t-il provoquées pour gagner le pouvoir? Nous ne saurons jamais. L'histoire ne révèle pas ces alternatives, mais nous pouvons observer les résultats. Augustus a transformé Rome d'une république chaotique en un empire stable, d'un État-cité en une superpuissance méditerranéenne. Il a créé une paix qui a duré 2 siècles. Une prospérité qui a permis l'épanouissement de l'art, de la littérature, de la philosophie. Il a unifié un monde divers, de l'Espagne à la Syrie, de la Bretagne à l'Égypte, des millions de personnes, des dizaines de cultures, une seule loi, une seule monnaie, une seule paix. Le prix était la liberté politique de la République, la liberté des aristocrates de rivaliser pour le pouvoir. Mais la plupart des gens n'avaient jamais eu cette liberté de toute façon. Les esclaves, les provinciaux, les pauvres. Pour eux, Augustus a apporté quelque chose de plus précieux. L'ordre, la prévisibilité, la justice égale. Pas une justice parfaite, mais meilleure que le chaos. Voilà le paradoxe d'Augustus. Il était un autocrate qui a apporté la liberté à certains, un conquérant qui a apporté la paix, un menteur qui a créé une vérité durable. Il a compris que la politique n'est pas une question de vérité absolue, mais de perception, de symbole, de récit. Il a créé un récit. Rome restaurée, la République préservée, la paix apportée. Ce récit était faux, mais efficace, parce que les gens voulaient y croire. Ils étaient fatigués de la guerre. Ils voulaient l'ordre. Augustus leur a donné ce qu'ils voulaient. Et en retour, ils lui ont donné le pouvoir. C'est la leçon d'Augustus. Le pouvoir ne se prend pas seulement, il se donne, par consentement. Même si ce consentement est manipulé. Augustus a manipulé brillamment. Il a compris la psychologie, les symboles, les traditions. Il a utilisé le nom de César. Il a flatté le Sénat. Il a restauré les temples. Il a célébré des triomphes.
Il a donné du pain et des jeux. Tout cela a été calculé pour créer une image, pour obtenir le consentement. Et cela a fonctionné pendant 41 ans. Puis pendant des siècles après sa mort. Le principat qu'il a créé a évolué. Il est devenu le dominat, plus ouvertement autocratique. Puis il s'est divisé. Empire d'Occident, empire d'Orient. L'Occident est tombé au 5e siècle, envahi par les barbares, fragmenté en royaumes, mais l'Orient a survécu, Byzance, pendant 1000 ans de plus, jusqu'en 1453. Et même après, l'idée a survécu. Le Saint-Empire romain germanique, le tsar russe de César, le Kaiser allemand, tous se réclamaient héritiers d'Augustus, de Rome, de l'Empire. L'idée d'un empire universel, gouverné par un seul homme, apportant l'ordre et la paix. Cette idée vient d'Augustus. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde différent. Les démocraties, les républiques, les États-nations. Mais l'ombre d'Augustus reste dans nos institutions, dans nos lois, dans nos concepts de gouvernement. L'idée d'un exécutif fort, d'une bureaucratie professionnelle, d'une armée obéissant à l'État. L'idée de la propagande d'État, du contrôle de l'image, de la gestion des symboles. L'idée que la stabilité vaut parfois plus que la liberté, que l'ordre vaut parfois un sacrifice de participation. Ce sont des idées dangereuses, mais puissantes. Augustus les a perfectionnées. 2000 ans plus tard, nous luttons encore avec elles. Alors qui était Augustus vraiment ? Un garçon maladif qui est devenu le maître du monde. Un stratège brillant qui a surpassé tous ses rivaux. Un menteur talentueux qui a convaincu Rome qu'il servait alors qu'il gouvernait. Un créateur de systèmes qui a transformé une république en empire. Un autocrate qui a apporté 200 ans de paix. Un homme qui a compris le pouvoir mieux que quiconque de son temps. Il n'était pas un héros, pas au sens traditionnel. Il n'a pas combattu bravement. Il n'a pas conquis glorieusement. Il a manœuvré, il a calculé, il a attendu. Il a frappé quand le moment était bon. Il a utilisé les autres. Agrippa pour combattre, Mécène pour négocier, Livia pour intriguer. Il a sacrifié ceux qui lui étaient inutiles. Cicéron, sa propre fille, ses petits-fils quand ils sont devenus gênants. Il était impitoyable quand nécessaire, généreux quand utile, pieux en apparence, cynique en réalité. Mais il a créé quelque chose qui a duré, un système, un ordre, une paix. Et pour cela, il est entré dans l'histoire, pas comme un conquérant, pas comme un philosophe, comme le créateur de l'Empire romain, l'homme qui a transformé la République en principat, qui a donné son nom à un mois, août Augustus. L'homme qui a compris que gouverner ne consiste pas à prendre le pouvoir, mais à le garder, à le légitimer, à le faire accepter. C'est sa leçon, c'est son héritage. Et c'est pourquoi, 2000 ans plus tard, nous racontons encore son histoire. Parce que c'est l'histoire de la façon dont le pouvoir fonctionne vraiment. Pas dans les mythes, pas dans les théories, mais dans la réalité. Le pouvoir est donné par ceux qui sont gouvernés, même s'ils ne le savent pas. Même s'ils sont manipulés, Augustus l'a compris. Et il a utilisé cette compréhension pour changer le monde. Était-ce pour le mieux ? C'est la question que nous devons nous poser. La paix d'Augustus était-elle un progrès ou une prison dorée ? L'ordre qu'il a créé valait-il la liberté qu'il a prise ? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles dépendent de qui vous êtes, de vos valeurs, de votre contexte. Pour un sénateur romain de l'ancienne République, Augustus était un tyran, un destructeur de la liberté. Pour un paysan en Gaule, Augustus était un apporteur de paix, un protecteur contre les pillards. Pour un marchand en Égypte, Augustus était un garant du commerce, un créateur de richesses. Pour un esclave, Augustus ne changeait probablement pas grand-chose. L'esclavage continuait.
sous république ou empire. L'histoire est toujours multiple, toujours complexe, toujours dépendante du point de vue. Mais une chose est claire. Augustus a changé le cours de l'histoire occidentale, d'une manière que peu d'individus ont fait. Alexandre le Grand a conquis, mais son empire s'est fragmenté à sa mort. Jules César a révolutionné, mais il a été tué avant de consolider. Augustus a construit. Et sa construction a duré 5 siècles et influence encore aujourd'hui. C'est remarquable. Pour un homme qui n'était pas particulièrement fort, pas particulièrement brave, pas particulièrement vertueux, il était intelligent, patient, impitoyable, stratégique, et il a compris son époque. Il a compris que Rome ne pouvait plus être gouvernée comme une cité-État, qu'elle avait besoin d'un nouveau système. Il a créé ce système, pas d'un coup, mais progressivement, sur des décennies. Et quand il est mort, le système a tenu. Le pouvoir a passé à Tibère, sans guerre civile. C'était sa vraie victoire. Pas Axiome, pas la défaite d'Antoine, mais la succession pacifique. Pour la première fois depuis un siècle, le pouvoir avait changé de main sans violence. C'était la Pax Augusta, la paix d'Augustus. Pas seulement l'absence de guerre, mais l'ordre institutionnel. Cet ordre s'est étendu à tout le monde méditerranéen, à des peuples qui n'avaient jamais connu la paix auparavant. Les Gaulois, les Hispaniques, les Illyriens, les Thraces, tous intégrés dans un système unique. Ils payaient des impôts, mais ils recevaient en retour la protection, les routes, le commerce, la loi. Beaucoup ont prospéré, les villes ont grandi, l'économie a explosé, l'art a fleuri. C'était l'âge d'or romain, et il a commencé avec Augustus. Bien sûr, il y avait des coups, les guerres de conquête, l'esclavage, l'exploitation. Rome était construite sur le travail des esclaves, sur les impôts des provinces, sur le butin des guerres. Augustus n'a pas inventé cela, mais il l'a systématisé. Il l'a rendu plus efficace. Il a créé une machine impériale, efficace, durable, impitoyable. Cette machine a écrasé ceux qui résistaient, les Espagnols du Nord, les Germains, les Juifs plus tard. Elle a enrichi Rome, mais aux dépens des autres. C'est l'autre face de la Pax Romana, la paix pour certains, l'oppression pour d'autres. Comment jugeons-nous cela? Selon quels critères? Si nous valorisons l'ordre sur la liberté, Augustus était un héros. Si nous valorisons la liberté sur l'ordre, Augustus était un tyran. Si nous valorisons les résultats sur les intentions, Augustus a réussi. Si nous valorisons les intentions sur les résultats, Augustus était cynique. Il n'y a pas de jugement absolu, seulement des perspectives. Mais nous pouvons reconnaître sa compétence, son intelligence, sa compréhension du pouvoir. Il a joué le jeu de la politique à un niveau que peu ont atteint. Il a gagné contre des rivaux plus forts, plus expérimentés, plus charismatiques. Il a survécu dans un monde où les erreurs coûtaient la vie. Il a prospéré quand d'autres sont tombés. Comment? Par la prudence, par le calcul, par la patience. Il n'a jamais pris de risques inutiles. Il n'a jamais exposé ses faiblesses. Il a toujours gardé des options ouvertes. Quand il était faible, il s'est allié. Quand il était fort, il a frappé. Quand il a gagné, il a consolidé. Pas de triomphalisme, pas d'arrogance, juste une progression méthodique vers le pouvoir total. Et quand il a atteint ce pouvoir, il l'a caché, derrière des titres républicains, derrière des formes constitutionnelles. Il a gouverné comme un roi, mais s'est appelé princeps, premier citoyen. Cette hypocrisie a fonctionné. Parce que les gens voulaient être trompés. Ils voulaient croire que la République survivait. Augustus leur a donné cette illusion. Et en échange, ils ont accepté sa domination. C'est le génie de la propagande. Donner aux gens ce qu'ils veulent entendre, même si c'est un mensonge. Augustus était un maître de la propagande, de l'art au service du pouvoir. L'Énéide de Virgile n'était pas seulement de la poésie, c'était de la politique,
lier Augustus à Énée, à Vénus, aux dieux, les statues d'Augustus, toujours jeune, toujours fort, jamais montrant sa vraie apparence maladive. L'arapacis, montrant la paix, la prospérité, la fertilité, grâce à Augustus. Les inscriptions, partout, dans tout l'Empire. Son nom, ses titres, ses réalisations. Tout cela créait une image, une réalité alternative, où Augustus était le sauveur de Rome. Et cette image est devenue la réalité. Pour ses contemporains, pour la postérité. Nous savons aujourd'hui qu'Augustus était complexe, ambigu, pas un simple héros. Mais pendant des siècles, il a été vu comme le modèle, l'empereur idéal, parce que sa propagande a fonctionné. Elle a survécu à sa mort. Elle est entrée dans l'histoire. C'est peut-être sa plus grande réussite. Pas le pouvoir qu'il a pris, mais la mémoire qu'il a créée. Il a contrôlé comment il serait rappelé. Il a écrit ses propres res gestae, ses actes, une liste de réalisations, soigneusement sélectionnée, présentée sous le meilleur jour, les guerres gagnées, les provinces conquises, les temples construits, les jeux donnés. Pas de mention des proscriptions, des meurtres, des trahisons, juste une liste glorieuse, gravée dans la pierre, affichée dans tout l'Empire. Et cette liste est devenue l'histoire officielle, la version acceptée. Les historiens ont ajouté des nuances. Tacite a critiqué, Suétone a révélé des scandales, mais l'image de base est restée. Augustus le Grand, Augustus le Pacificateur. Cette image a duré 2000 ans. Elle dure encore aujourd'hui. Quand nous pensons à Rome impériale, nous pensons à Augustus. Pas à Tibère, pas à Claude, à Augustus. Il est devenu synonyme de l'Empire romain, de sa grandeur, de sa stabilité. C'est injuste pour d'autres empereurs. Trajan a conquis plus, Hadrien a administré mieux, Marc Aurèle a philosophé plus profondément. Mais Augustus a créé le modèle. Il a défini ce que signifie être empereur. Et pour cela, il est premier, princeps, dans la mémoire, dans l'histoire. Alors que retenons-nous d'Augustus? Quelles leçons tirons-nous? Que le pouvoir n'est pas une question de force brute, mais de stratégie, de patience, de compréhension. Que la politique est théâtre, symbole, récit, apparence. Que les institutions comptent plus que les individus. Un bon système survit aux mauvais dirigeants. Que la paix a un prix. Parfois, ce prix est la liberté. Que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais aussi par les propagandistes habiles. Que la grandeur est ambiguë, ni purement bonne, ni purement mauvaise. Augustus était grand, mais pas bon, ou plutôt bon pour certains, mauvais pour d'autres. Il a apporté la paix, mais tué pour l'obtenir. Il a créé l'ordre, mais détruit la République. Il a unifié le monde méditerranéen, mais par la conquête. Il a enrichi Rome, mais exploité les provinces. Il était complexe, humain, imparfait, mais remarquablement efficace. Dans ce qu'il voulait accomplir, et ce qu'il voulait, c'était le pouvoir. Pas pour la gloire, pas pour la vertu, pour le pouvoir lui-même. Il l'a cherché, il l'a obtenu, il l'a gardé, pendant 41 ans. Puis il l'a transmis. C'est son histoire. L'histoire d'Octavian Augustus, le jeune homme qui est devenu l'empereur, le fils adoptif qui a surpassé le père, le malade qui a survécu au fort. L'homme qui a compris que pour changer le monde, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne, puis le manipuler, patiemment, méthodiquement. Il l'a fait, et le monde a changé. Rome est devenue un empire, pour 5 siècles, pour 1000 ans à l'Est. Et l'héritage continue, dans nos lois, dans nos gouvernements, dans nos concepts de pouvoir. Augustus est mort il y a plus de 2000 ans, mais son ombre s'étend toujours, quand nous regardons nos leaders, quand nous pensons au pouvoir, quand nous débattons de l'ordre contre la liberté. Nous marchons encore sur le chemin qu'Augustus a tracé.
Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? C'est à vous de décider, selon vos valeurs, votre contexte, votre vision du monde. Mais vous ne pouvez pas ignorer Augustus, parce qu'il a façonné le monde dans lequel nous vivons. Pas directement, mais à travers les siècles, à travers les institutions, à travers les idées. L'idée d'un État fort, d'un exécutif puissant, d'une bureaucratie efficace. L'idée que la stabilité peut nécessiter un sacrifice de participation, que la paix peut nécessiter un prix. Ces idées viennent de Rome, de l'Empire, d'Augustus. Nous pouvons les accepter, les rejeter, les modifier, mais nous devons les comprendre. Et pour les comprendre, nous devons comprendre Augustus, le jeune homme maladif qui est devenu maître du monde. Pas par la force, par l'intelligence. C'est sa leçon finale. L'intelligence surpasse la force. La stratégie surpasse le courage. La patience surpasse l'audace. Augustus n'était pas le plus fort, pas le plus brave, pas le plus vertueux, mais il était le plus intelligent, le plus patient, le plus stratégique. Et c'est pourquoi il a gagné. Et c'est pourquoi nous nous souvenons encore de lui, 2000 ans plus tard, parce que les forts sont oubliés, les braves tombent, les vertueux sont martyrs, mais les intelligents changent le monde. Augustus a changé le monde, pour le meilleur ou pour le pire, mais il l'a changé. Et son nom résonne encore, à travers les siècles, à travers les langues, à travers les cultures. Augustus, Auguste, le vénérable, le consacré, pas un dieu. Malgré ce que Rome déclarait, mais pas non plus un simple mortel, quelque chose entre les deux, un créateur de système, un architecte de pouvoir, un maître du théâtre politique, un homme qui a compris son temps et l'a façonné selon sa volonté. Proposez des sujets pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.